Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. La vie, la mort, l'amour, l'apocalypse, rien, tout. Franck Etienne est avec nous aujourd'hui pour parler de tout cela. Bonjour Franck, c'est un plaisir de vous avoir avec nous à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Bonjour Wendell, c'est peut-être, je ne sais pas, la 6e, la 7e fois. Mais pas la dernière fois. Non, pas la dernière fois, non, non, ça c'est sûr. Il faut le dire vite. Il y aura d'autres occasions. En fait, je viens de le dire, c'est toujours un plaisir de recevoir Franck Etienne sur le plateau de la rubrique Le Point. Une parole qui va être dite, une parole rare qu'on n'entend pas tous les jours. Elle est profonde, dit-on, loin d'être superficielle, mais quand elle sort de la bouche de Franck Etienne, elle porte à réfléchir parfois, souvent. Franck Etienne, l'occasion ou encore le prétexte choisi pour l'émission de ce matin, c'est l'apocalypse et puis le rien. Mais il y a aussi autre prétexte. Alors, dites-nous, est-ce que Franck Etienne va bien? Non, je vais bien. Je vais bien dans la mesure où la santé, c'est le fait de ne pas sentir les battements et les palpitations du corps. Donc il m'arrive pendant des semaines de ne pas sentir l'existence physique et concrète de mon corps. Ça veut dire qu'il y a un silence. Parce que la maladie, c'est le bruit. C'est le bruit à travers les douleurs du corps, à travers les craquements de cette structure concrète que constitue biologiquement, organiquement, physiologiquement le corps. Donc il m'arrive très souvent d'oublier que mon corps existe. À ce moment-là, ce silence est interprété comme la bonne santé. Ce n'est pas un autre plan, c'est pas un autre plan, une autre dimension. Non, c'est lié à la fois et aux structures concrètes, palpables, tangibles, qui constituent ce que j'appelle l'essence visible, la partie visible du corps. Mais c'est lié aussi vraiment à ce que j'appelle le souffle qui nous traverse et qui souvent n'est pas perceptible par tout le monde. Mais je dirais l'initié, ou encore les gens expérimentés, ou qui se penchent encore sur ce puits insondable qu'on appelle la vie, à la fois dans sa plénitude et dans sa dimension du rien, du fragile. Eh bien... Et ce souffle vient d'où? C'est un souffle fait de mystère et d'énergie. Car l'énergie est mystérieuse. Et cette énergie mystérieuse qui est présente dans le grain de sable, dans le vent qui passe, dans une tête d'épingle, dans les caméras, dans les neutrinos, dans les hadrons, dans les quarks, dans les protons, dans les électrons, dans les galaxies, dans les ampoules, sur cet écran. C'est ça que les chrétiens appellent Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment partout. Oui, mais à leur point de vue, trop souvent, ils réduisent cette divine notion au figuratif. Et si vous parlez justement, si vous attribuez toute cette définition au souffle, ce qui vous amène à dire que l'énergie est mystérieuse, et vous diriez quoi du mystère, par exemple? Le mystère, c'est le fait par l'être humain, car je parle de nous-mêmes. Je ne mets pas, disons, ma parole dans la bouche ou bien à la place d'un chat, d'un chien, d'un éléphant. Je ne sais pas comment les éléphants conçoivent le monde. Je ne sais pas comment un chien regarde le monde. Peut-être qu'il est souvent obsédé par un os. Je ne sais pas. Mais je parle de l'espèce humaine, qui est une espèce privilégiée. Arrêtons-nous là un moment, Franck. Le chien peut être obsédé par un os, vous avez dit. Oui, oui. L'espèce humaine ou la race humaine serait obsédée par quoi? La race humaine
c'est une race pluridimensionnelle qui aurait dû avoir la compétence, la lucidité de relier et de constater d'abord que tout est interconnecté, qu'on n'a pas le droit de cracher sur la matière aussi bien que sur l'esprit, car la matière et l'esprit sont interconnectés. Depuis quelque temps, au niveau de la biologie moléculaire, et là j'ai en tête Stéphane Lupasco, qui est à côté de Monod, qui a eu le prix Nobel, Monod qui a écrit Le hasard et la nécessité, mais surtout Stéphane Lupasco, qui a montré de manière scientifique la matérialité de l'esprit aussi bien que la spiritualité de la matière. Donc tout est interconnecté. Donc l'homme devrait être dans la totalité et avoir une vision holistique. La vision holistique, c'est la vision de la totalité. Je suis en face de Wendell Theodore, pluridimensionnel. Je le vois dans sa totalité. Il est un être humain. Si je veux parler des conventions humaines et en même temps reliées aux faits biologiques, vous êtes du genre masculin, vous êtes un homme, vous êtes dans la culture, vous travaillez dans une section culturelle à Radio Métropole, et ensuite, il y a ce que je ne vois pas qui est plus important. Ce que je ne vois pas, c'est non seulement l'intériorité physique de Wendell, à savoir les battements de ton cœur, la circulation sanguine, ce qui se passe au niveau de tes neurones maintenant et des synapses qui relient les neurones, je ne vois pas ces choses. Et pourtant, c'est la part essentielle, importante de Wendell. Et je ne vois pas non plus vos rêves, vos ambitions, vos idées et les pensées qui vous traversent maintenant en regardant le vieux Franck Etienne. Je ne les vois pas. C'est ça la totalité. Ne pas couper, ne pas créer la césure, la fissure entre le visible et l'invisible, entre l'ici et l'ailleurs, entre le proche et le lointain, entre le blanc et le noir, entre la nuit et le jour. Tout est interconnecté. Franck Etienne va bientôt avoir 82 ans, si je me trompe. Dans 5 mois. Dans 5 mois. Franck Etienne, c'est plusieurs pages d'histoire. C'est une longue histoire, c'est des expériences, c'est l'honneur et la gloire, et c'est des problèmes aussi, c'est des difficultés. Mais aujourd'hui, en 2017, quelles sont les craintes éprouvées par Franck Etienne? Mes craintes sont multiples. Mes craintes sont nombreuses et plurielles. Je ne voudrais pas évacuer, occulter la jubilation de la vie. Je ne voudrais pas offenser cette énergie qui est dans tout, qui est dans l'espèce végétale, les animaux, les minéraux, les métalloïdes, qui est dans tout et qui est particulièrement chez nous parce que nous en avons conscience. Et c'est ça qui différencie l'être humain de certaines autres entités qui existent. Nous sommes animés d'une conscience lumineuse qui nous permet de saisir, de comprendre à chaque seconde. Sauf ce qu'on appelle chez nous en créole les manfoubins. Les manfoubins, ils sont nombreux, ils sont aussi des irresponsables. Mais là, nous sommes dans un milieu où je crois que ceux-là qui nous entendent, je fais ce crédit à nos auditeurs et à ceux-là qui nous regardent à la télévision, ils sont comme nous. C'est-à-dire dans la conscience. Sinon, ils n'auraient pas continué à regarder l'émission. Ils sont dans ce sentiment de responsabilité et de conscience lumineuse. Eh bien, mes obsessions, mes angoisses, mes inquiétudes, elles sont nombreuses. Nombreuses par rapport à quoi? Par rapport à ma conscience qui regarde, qui analyse, et par rapport à moi-même. Parce que tout jugement concerne d'abord le sujet. Si je n'étais pas concerné au premier degré, ça n'aurait pas de sens. Je serais dans la palabrerie ou bien dans une démonstration excentrique qui n'est pas enracinée. Tout ce que je dis, et toi, tout ce que tu dis, comme réponse ou comme question ou comme insinuation, est ancré en toi. Donc il y a un ancrage. C'est ça qui caractérise l'être humain. Il y a un ancrage, il y a un enracinement.
toutes mes inquiétudes me concernent au premier degré, mais par rapport aux autres. Je suis un solitaire solidaire. Et c'est ça l'être humain. Je peux... Non, ouais, mais en acceptant tout simplement de partager tes angoisses, tes inquiétudes avec un public qui vous regarde ou qui vous suit. C'est pourquoi j'ai parlé de solitaire solidaire. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Je suis solitaire parce que je suis seul dans mon être personnel. Oui. Mais je suis interpellé par l'autre, par le frère. Oui, mais à partir de votre vécu. À partir de mon vécu et à partir d'une expérience aussi personnelle. C'est ça le vécu. Ce sont les expériences accumulées sur un certain nombre d'années. Alors je disais, pour revenir à ces inquiétudes, ce sont des inquiétudes qui touchent d'abord mon pays. Je suis, comme on a souvent dit, une expression qui n'est pas de moi, c'est une expression d'ailleurs usée, je suis un vieux de la vieille, c'est-à-dire un octogénaire est un vieillard. Je peux être un vieillard relativement bien portant, mais je suis un vieillard. Je vais avoir 82 ans. Je n'ai pas la même énergie, la même souplesse, la même flexion que lorsque j'avais 20 ans, j'avais 30 ans, j'avais 40 ans. J'ai été un sportif, j'ai joué au football, j'ai pratiqué l'haltérophilie, le bodybuilding, j'ai fait la course, j'ai fait le jogging, tout. Mais je ne peux pas le faire maintenant, il y a les genoux. Oui. Parce que ce qui te construit te détruit en même temps. Je n'ai pas oublié la question, hein, parce que c'est la vie qui est comme ça dans son enchevêtrement. Je me rappelle, petite ouverture spirale, je me rappelle Maurice Béjart, ce grand chorégraphe belge, célèbre, qui a marqué l'histoire de la danse. À la veille de sa mort, il allait mourir 3 ou 4 mois après, en accordant une interview, au cours d'une entrevue accordée à un journaliste, il a dit « La danse, la chorégraphie m'a construit et m'a détruit en même temps. » C'est-à-dire que celui-là qui pratique le sport, un footballeur, eh bien, il faut qu'il attende quand il a 60 ans pour ressentir, n'est-ce pas, les effets des bonds, des courses. Et le danseur, ce sont les sauts. Parce que quand tu retombes sur tes articulations. Ça te fortifie, mais après le temps, l'énergie se dégrade. Alors je disais... Et quelle devrait être la meilleure attitude? Ah non, la meilleure attitude, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas l'inaction. Il faut l'accepter. Ce n'est pas la passivité. Ce n'est pas la passivité, il faut l'accepter. C'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie. Et j'ai dit, j'insiste là-dessus, toute la vie est une masse que l'on devrait, est un massif que l'on devrait regarder de manière holistique, c'est-à-dire là où il y a la nuit, il y a le jour. Là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Il y a l'ombre, il y a la lumière. Et nous oublions trop souvent que cette unité caractérise l'essentiel de la vie. Alors, je disais, pour terminer cette partie de l'entrevue, inquiet, mon pays, depuis l'assassinat de Dessalines. Depuis que j'ai su, sur les bancs de l'école, que le père fondateur de la patrie, en dehors des reproches qu'on pourrait lui adresser, Dieu seul sait combien de reproches on va adresser à ses successeurs, mais nous laissons ça de côté, mais nous prenons Dessalines, qui a commis des erreurs, mais qui a été assassiné de manière vile, malsaine, répugnante. Et tout de suite après l'assassinat de Dessalines, on a eu précisément la perte du sens des intérêts nationaux. On a eu un effritement, on a eu une balkanisation, c'est-à-dire une fissure à travers tout le pays, qui était non seulement une fissure géographique, une fissure étatique, une fissure institutionnelle, une fissure sociale, une fissure familiale. Et tous nos malheurs proviennent de ce départ tragique de l'empereur Dessalines, Christophe au nord, Pétion dans l'ouest, Rigaud dans le sud, et depuis lors, ce qui est écrit
comme emblème. L'union fait la force devient tout simplement un vœu pieux. Et Wendell, toutes les fois que dans un objet qui a une valeur sacrée, comme une monnaie, comme le drapeau, comme un emblème, un tissu quelconque, il faut prêter attention à ce qui est écrit. Ce qui est écrit traduit une faille, traduit un vœu qui n'est pas encore réalisé. L'union fait la force, c'est la chose qui nous manque le plus. In God we trust aux États-Unis. C'est ce qui manque le plus. Cette communion sans hypocrisie avec Dieu. Très souvent, les gens méchants qui sont dans l'anti-américanisme massif, moi je ne suis pas dans cette culture de la haine, du ressentiment. Je n'ai rien contre les peuples, je n'ai rien contre les individus. Moi je n'ai pas d'ennemis. Parce que j'ai refusé d'intérioriser la rancœur et le ressentiment. J'aime tout le monde et tout le monde, c'est mes amis. Il y a des gens qui, je sais, c'est normal, qui sont un petit peu jaloux dans l'émulation, au niveau de la création. Moi, je m'en fous. Et je suis arrivé à l'âge où, quand on fait l'éloge de mes œuvres, ça me laisse un peu indifférent, aussi bien que les critiques fielleuses me laissent indifférent. Eh bien, il y a des méchants qui disent, c'est pas in God we trust, c'est in gold, c'est l'or. Parce que cette culture matérialiste du veau d'or, l'idolâtrie de l'argent, domine les États-Unis. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que c'est l'argent qui joue le premier rôle, non seulement dans les relations sociales, les relations humaines, même au niveau politique. Au moins ici, quelqu'un, par sa parole, peut bien mobiliser un public pour le porter au pouvoir. Mais le pouvoir aux États-Unis, on ne peut l'avoir qu'à partir de l'argent. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent time is money? Donc vous associez les deux, in gold we trust et time is money. C'est comme critique, c'est une observation critique. C'est-à-dire, le temps c'est de l'argent, dans le sens où il s'agit d'accumuler de l'argent parce que chaque minute qui passe est monnayée, est valorisée à partir de la rentabilité pécuniaire. Ce n'est pas mon point de vue. Oui, mais il y a d'autres peuples qui vont plus loin. Il y a d'autres pays où l'on va plus loin. Ceux qui disent, par exemple, el tiempo es de oro. Le temps est de l'or. Écoutez, ce sont des formules tout simplement qui renvoient à la dimension matérielle de la vie qui repose sur l'évaluation du temps, mais sur le plan de l'argent, sur le plan matériel. Que fait-on? Écoute, tout le temps on parle de croissance. Mais la croissance, le plus souvent, fait référence à l'accumulation monétaire. C'est-à-dire, croissance de 5%, de 10%, l'évaluation est faite à partir de l'argent qui est noté, coté par les boîtes financières, par les banques. Mais que fait-on de la croissance spirituelle? Que fait-on de la croissance des idées? Pourquoi mesurer le développement d'un pays à partir du nombre de kilowatts d'énergie qu'on peut avoir en une semaine? On n'a jamais essayé de mesurer la croissance spirituelle. Or, c'est ça qui fait l'homme. La transition a été trop longue, ou encore l'introduction, je dirais, a été trop longue, Franck Etienne, puisque normalement on devait parler de l'Apocalypse et puis le rien. Bon, malheureusement, bon, rapidement, je termine parce que je ne voudrais pas laisser l'impression que c'est un vieux gaga qui fait du coq à l'âne et qui oublie ce qu'il disait. C'est vous qui m'avez posé la question, mes inquiétudes. Inquiétude sur le pays, inquiétude sur le monde qui marche mal. Là encore, c'est parce que non seulement il y a l'idolâtrie du veau d'or, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a l'iridium, il y a l'uranium, il y a le plomb, il y a l'aluminium. Il y a les avions, il y a les immeubles. Ce sont ces éléments concrets qui dominent la civilisation actuellement, partout, et pas seulement aux États-Unis, qui fait que l'homme a tourné le dos à la spiritualité, l'homme a tourné le dos aux rêves, l'homme a tourné le dos
à l'imaginaire divin Et qui est embrasse. en lui, et pour s'accrocher tout simplement aux choses fragiles. Un tremblement de terre peut détruire. Je ne parle même pas des bombes atomiques ou des bombes à hydrogène. Un tremblement de terre 8 points ou 7 points est capable de détruire n'importe grande cité du monde. Eh bien, on s'y attache. Je suis inquiet parce que cela va nous conduire à l'affaissement des vraies valeurs humaines. Et puis, j'ai des inquiétudes, mais des moins, j'ai cité ça en dernier parce que ça n'a pas trop grande importance pour moi. Ça a de l'importance, mais ce n'est pas l'importance essentielle. Je m'effrite. Mon énergie vitale se délabre, ce qui fait que ce qu'il me reste à vivre, il est vraiment une petite poussière de temps. Oui, mais que vous ne savez pas quand même. Parce que ça ne dépend pas de Franck Etienne. Je ne le sais pas de manière précise, mais je le sais de manière relative et approximative. Vous en avez une idée. Vous en avez une idée. J'ai une idée parce que j'ai réfléchi là-dessus au niveau du cycle des fruits. Un citronnier n'a pas le cycle d'un manguier, un manguier n'a pas le cycle d'un pommier, aussi bien que les êtres humains. Chaque être humain a un cycle Oui, mais de vie. Rien n'empêche que Franck Etienne connaisse la centaine. Vous ne le savez pas. La centaine, Oui, j'ai dit la centaine. que Dieu me garde, parce que rares les exceptions de gens qui atteignent le centenaire sans quelques dégâts, sans quelques déchets, sans quelques scories au niveau du fonctionnement du corps. Aucun centenaire, même s'il se tient droit, debout, ne peut avoir l'énergie qu'il avait à 50 ans, à 60 ans. Mais c'est normal. Le corps se délabre. Mais Non. ne me dites pas que vous n'en avez pas besoin non plus. Écoutez, et Wendell, pourquoi attendre qu'on ait la première distorsion au niveau du visage? Moi, j'ai déjà une distorsion au niveau de l'oreille droite que j'ai perdue à la suite d'un AVC. Mais à cause de mon énergie, ça m'a pris tout simplement le nerf sensitif de l'oreille droite. Je n'ai que l'oreille gauche pour entendre. Alors je dois attendre que j'ai les yeux, le nez, la bouche cochue ou que je suis comme ça. Je vous assure que je déteste l'attitude aussi des gens au pouvoir qui ne savent pas quand est arrivé le moment de partir. Moi, je sais que le moment viendra pour partir et je ne souhaiterais pas que ce moment soit trop éloigné. Parce que ça me permettrait d'éviter ce que j'appelle les accidents inévitables qui frappent le vieillage. Merci Franck Etienne. On va observer la pause et au retour, très certainement, on mettra les projecteurs sur l'apocalypse et puis le rien. Oui, et puis j'aimerais bien montrer les petits tableaux. Oui. Parce que c'est un double événement. Oui, vous aurez la possibilité de le faire après la pause. OK. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, Franck Etienne, qui aura, après la pause, à nous parler de l'Apocalypse et puis le rien. C'est son dernier titre. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience également avec nous ce matin. Franck Etienne. Double événement. Et Franck Etienne signe son dernier titre, l'Apocalypse et puis le rien. Le deuxième événement, c'est Franck Etienne qui expose ses récentes créations picturales. Une petite démonstration Bon, ce sont des petits tableaux, ce n'est pas des miniatures, ce sont des 12 pouces tout encadrés, où il y a à la fois une dimension abstraite, et c'est ça que j'appelle la vision totale, la gestion totale de l'art. C'est abstrait, mais on peut bien regarder des formes et si on approfondit la lecture de la surface. Donc il y a une dimension abstraite et une dimension concrète. Donc il y aura... Je voudrais justement... Qu'est-ce qu'on peut lire? Ah, écoutez, la lecture est relative et personnelle.
Oh. Si vous me demandez moi ce que je vois, je peux vous dire, mais... Dites-nous ce que vous voyez. Eh bien, moi, ce que je vois d'abord une forme abstraite, un peu curviligne sur le plan géométrique, ça, nous sommes dans l'abstraction, mais concrètement, ça ressemblerait à une matrice de femme, à un utérus, et avec... Moi, je pensais à un cerveau. Écoutez, la matrice et le cerveau se rapprochent. Le cerveau est dans une boîte crânienne. La matrice, c'est ce qui renferme le fœtus et qui renferme les éléments propres à préparer la naissance d'un être. Êtes-vous en train de nous dire que l'interprétation peut être personnelle aussi? Personnel et pluriel. Et pluriel. Et pluriel. Et le deuxième... Le deuxième tableau paraît plus concret parce qu'il y a à l'intérieur un personnage que l'on peut lire, c'est un personnage féminin, mais à côté, on ne sait pas si c'est des arbres qui sont à côté de ce personnage, à droite et à gauche, ou bien s'il y a, je ne sais pas, des nuages, si c'est des pensées, si c'est de la fumée, on ne sait pas ce que c'est. Le fait est que ce sont des formes qui sortent de la tête de cette femme qui est en état de rêverie. Ah, ok. Et cette femme, c'est qui? Une femme quelconque, comme toutes les femmes. Une femme quelconque. Non, non, moi, je refuse de peindre une personne précise et je ne travaille pas avec des modèles. Ok. Et ces tableaux, qu'est-ce que vous en faites? Vous les gardez chez vous ou bien vous êtes en train de vous souhaitez les vendre? Ça c'est pour l'exposition. Ah, pour l'exposition. C'est pour l'exposition qui se tiendra à l'habitation Turpin. C'est l'ancien restaurant chez Gérard. C'est, comme on dit en créole, c'est côte à côte. C'est collé avec Kinam. C'est Péchina, rue Péchina, numéro 7. Et c'est samedi 9 de 1h à 5h de l'après-midi. Et c'est à ce moment-là que vous signerez votre ouvrage? Je signerai l'apothéose et puis les tableaux sont exposés. Et c'est une exposition vente, les gens pourront acheter ces tableaux et à un prix abordable. Cette aventure-là, Franck, nous aidera à comprendre ou à voir quoi? L'apocalypse et puis le rien. Quand je parle d'aventure, je parle de traversée, je parle de voyage, si vous voulez. En lisant le livre. Je dirais avoir une idée de ce voyage que nous faisons. Nous sommes en voyage. Nous oublions trop souvent que nous sommes des passagers à travers un fleuve. Quelqu'un a dit que la vie est un long fleuve tranquille. J'en ai toujours ri parce que la vie n'est pas c'est un long fleuve, mais elle n'est pas tranquille. C'est un fleuve de turbulence. C'est un fleuve imprévisible. Quand on descend ce fleuve, quand on fait ce voyage qu'est la vie, à chaque seconde, on fait face à de l'inattendu, on fait face à de l'imprévisible. Et c'est pourquoi... C'est de Karim Anchila. Ah, Glissant avait une expression et il a considéré que c'était le cas au monde. Moi, je dis que c'est la spirale. Mais nous sommes dans la même ligne de pensée. C'est la spirale, parce que la spirale, c'est une structure absolue que l'on retrouve dans les tremblements de terre, les ondes sismiques, que l'on retrouve dans les cyclones, que l'on retrouve dans les vortex, les tornades, que l'on retrouve dans les zones gravitationnelles qui traversent tout l'espace cosmique et que l'on retrouve aussi dans un élément important qu'on appelle l'ADN. L'ADN qui est un élément constitutif des gènes, et l'ADN a une structure bihélicoïdale, c'est-à-dire la double hélice, c'est deux spirales qui s'enchevêtrent, qui s'interpénètrent. Donc la spirale est chaotique parce que elle est imprévisible et la spirale comporte toute l'énergie du monde. Donc en aucune façon, elle ne peut pas être un fleuve dormant, un fleuve tranquille. Un fleuve tranquille, non, c'est une vision, je dirais, passive. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Tout est mouvement. Quand on imagine, quand on regarde le soleil, qui doit être des centaines de fois
plus grand que la Terre et qui est une boule de feu où sont consumés l'hélium et l'hydrogène. Or, chaque étoile que nous avons la possibilité, la chance de regarder dans une nuit de semi-clarté, le soir, quand on voit la Voie lactée, chaque étoile représente un soleil. Et chaque soleil a des planètes, des satellites qui tournent autour de ces planètes, de ces soleils. Tu t'imagines des milliards de galaxies. Nous faisons partie d'une galaxie, c'est le système solaire, avec d'autres étoiles. Mais il y a des milliards et des milliards de galaxies. C'est époustouflant. Et tous ces corps sont en mouvement. Le Soleil est en mouvement, la Terre est en mouvement, la Lune est en mouvement. Toutes les planètes, Saturne, Pluton, Vénus, tout est en mouvement. Et à l'intérieur d'un grain de sable que l'on regarde, on croit que rien ne se passe. Il y a des milliards de particules élémentaires qui tournoient, qui tourbillonnent à l'intérieur d'un grain de sable. Mais c'est ça, ce que j'appelle le mystère divin. Je suis employé sur le plan sémantique, je suis obligé d'employer les mots que tout le monde emploie, même si eux, ils ont tendance à donner un visage à Dieu. Mais quand on regarde cette immensité fabuleuse, miraculeuse, comment donner un visage à Dieu? Si on donne un visage à Dieu, c'est dans le cadre culturel et religieux pour permettre aux humains d'appréhender le non visible, le non tangible. Et quand on dit que Dieu créa l'homme à son image? Moi, je dis que Dieu est en nous. Nous portons Dieu en nous. Et le fait qu'il y ait à la fois cette proximité, qu'il y ait ce rapprochement et ce voyage que l'on fait à travers l'énergie qui nous anime, je dis que chacun de nous aussi est Dieu. Malheureusement, que beaucoup d'êtres humains n'ont pas conscience, cette conscience lumineuse que les philosophes et les mystiques appellent la supraconscience. Malheureusement que beaucoup d'êtres humains sont privés de cette conscience-là. Car ce qui est important, c'est que nous ayons conscience qu'en ayant Dieu en nous, nous sommes Dieu. Et la mythologie christique est claire, on l'a mal interprétée. Le Christ, c'est cette accumulation d'énergie vitale, à la limite, disons, divine, mystérieuse, mais sous la forme humaine, incarnation, pour nous donner l'exemple. Il se présente comme un modèle et il a accepté le sacrifice d'aller jusqu'au calvaire pour nous montrer que les épreuves ne peuvent pas nous tuer, que les épreuves plutôt nous conduisent à la lumière, à la transfiguration et à l'apothéose. Moi, c'est une des mythologies à côté de la mythologie grecque, surtout la mythologie grecque, c'est une des mythologies qui me fascine le plus, la mythologie du Christ. Je ne dis pas la mythologie chrétienne, je dis la mythologie christique. Oui, alors cette mythologie christique vous fascine. Je ne sais pas comment vous interprétez certains faits bibliques. Par exemple, en parlant d'incarnation, il s'est fait homme. Il s'est fait homme, mais à un certain moment, par exemple, même s'il a subi les épreuves, en donnant l'exemple, à un certain moment, le Christ lui-même a eu à dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pour nous montrer la dimension de la faiblesse chez l'homme, parce que je te donne une phrase qui est significative, explicative de ce phénomène complexe, difficile, même pour les théologiens, même pour les philosophes, parce qu'on n'a pas encore décrypté tous les secrets, tous les mystères du monde. Je me suis fait homme. Donc c'est une parole christique. Je me suis fait homme, c'est l'incarnation. Je me suis fait homme pour connaître tes douleurs et tes limites de la souffrance.
Je me suis fait homme pour connaître tes douleurs et tes limites de la souffrance. C'est ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis à bout. Je suis arrivé au terme de mes douleurs. Pourquoi toi, tu refuserais d'être Dieu avec moi? C'est ça le cas de l'homme. C'est ça la misère humaine. Et c'est ça la tristesse. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça aurait servi à quelque chose? Ça aurait servi à l'homme d'être plus grand et de rechercher le chemin de la lumière et de ne pas s'embourber dans les marécages ténébreux. Et le chemin, justement, le chemin de la lumière? Le chemin de la lumière. Cette lumière qui est en nous. Cette lumière qui est dans le rêve. Cette lumière qui a permis à Einstein d'élaborer la théorie de la relativité. Cette lumière qui a permis à Edison d'inventer l'éclairage électrique, l'électricité, de découvrir les lois de l'électricité. Cette image qui était chez Pascal, cette image qui était chez Victor Hugo, cette image qui était, pourquoi pas, même si lui, il se croyait athée, c'est Jacques Roumain qui a produit un chef-d'œuvre qu'on appelle Gouverneur de la Rosée. Toutes les créations viennent de cette lumière. Donc, ce n'est pas une question de génie. Ils n'étaient pas tout simplement de simples génies. Il y avait en eux une lumière qui brille. Et c'est cette lumière qui allait favoriser ou faciliter certaines inventions. La question à quoi tu fais allusion maintenant est complexe. Il y a non seulement des paramètres, je dis des cadeaux qui nous sont donnés à la naissance. Le premier cadeau s'appelle le code génétique, qui nous vient de ce croisement, de cette rencontre. Je croyais que c'était le souffle. Oui, qu'il y a le souffle aussi, c'est le souffle. C'est le souffle. Il est vivant. Le code génétique. Et puis tout est vivant. Hein. Tout est vivant. Quand on regarde n'importe quelle matière, on y revient. Tout est mouvement, tout est vivant. Tout est vivant, tout est vie. La mort, c'est une approche métaphorique d'une chose que nous ne comprenons pas. Donc je dis qu'il y a d'abord un premier cadeau. Ce premier cadeau, ce sont les gènes. Un enfant naît avec un code génétique. Et ce code génétique est déjà une annonce de la santé robuste qu'il aura pendant toute sa vie ou des maladies qui viendront l'accabler. Et c'est ça aussi l'importance du croisement de pères que nous n'avons pas choisi et d'une mère non plus que nous n'avons pas choisi. Donc, ces deux personnes se rencontrent et ça nous donne déjà un ensemble. Et s'il s'agit de santé ou encore de manifestation de génie, c'est un premier cadeau. Nous sommes tous déjà des gagnants. Car au niveau d'une copulation féconde, c'est-à-dire qui va donner lieu à la naissance d'un enfant, il y a des milliards de spermatozoïdes qui sont en course pour atteindre l'ovule. Un seul spermatozoïde parviendra à la fin de la course. C'est un marathon. Et nous sommes tous des gagnants, nous qui sommes en vie. C'est qu'il y a des milliards de spermatozoïdes qui ont perdu la course. Et puis, comme on dit en bon créole, qui flochent. Donc, nous sommes déjà des gagnants. Mais le gros lot maintenant, à partir du gain qu'est la vie, qu'est la naissance, le gros lot est contenu dans l'ADN qui est dans le code génétique, qui est dans les gènes. Et ensuite, il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Le milieu social, le pays. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui naît en Haïti et un autre qui naît en Chine ou aux États-Unis ont déjà les mêmes chances, ni non plus les mêmes chances. Donc il y a d'autres facteurs qui vont remplir leur rôle. Ce sont des facteurs sociaux, des facteurs familiaux, des facteurs politiques, des facteurs environnementaux. Donc, Franck Etienne, Wendell Théodore ou n'importe quelle autre personne, nous sommes tous le produit d'un marathon. Donc, c'est grâce à un marathon que nous sommes ce que nous sommes. Ah, nous avons gagné la course. Nous avons gagné la course. Franck Etienne, on va bientôt finir. On va bientôt finir. L'Apocalypse et puis le rien. L'Apocalypse, donc il y a là deux temps. L'Apocalypse est, je dirais, sur le plan académique, ce n'est pas un mot que j'ai créé, tout le monde sait ce que c'est, on en a parlé. La vraie signification du mot Apocalypse, c'est révélation.
c'est la révélation des prophètes. C'est la révélation des voyants. C'est la révélation aussi des poètes. Donc, quand il y a le mot révélation, le mot apocalypse, ça envoie à une révélation. Mais l'apocalypse, c'est la révélation de la fin des temps. Je ne disais pas de la fin du monde, car le monde existera toujours, le monde est, l'énergie est. Et j'ai dit tout récemment qu'il n'y a pas de fin. On peut parler de fini relatif, c'est-à-dire, tu as fini de manger, c'est un fini relatif. Et la mort, c'est un fini relatif. Parce que nous ne savons pas cette porte sur quoi elle s'ouvre. On peut parler de fin du, on peut pas parler de fin du monde, on ne peut pas parler de fin d'une de la civilisation. Ah oui, fin d'une civilisation. Ah oui. On peut parler de fin de civilisation. Ah bien sûr, écoutez, Paul Valéry, bien avant moi, bien avant nous, on a parlé. Il a même dit de manière catégorique. Et c'est quoi la différence? Fin de la civilisation humaine et fin du monde? Non, il n'y aura jamais de fin du monde. La fin de la civilisation humaine, c'est la fin d'une expérience, d'une espèce. Il y a eu l'apocalypse des dinosaures. Les dinosaures ont disparu et allaient nous donner le pétrole. C'est ce qu'on appelle le carburant fossile. Okay, nous sommes du monde ou sommes-nous de la civilisation humaine? Non, nous sommes d'abord du monde et nous avons élaboré une civilisation, une culture qui est humaine. Et qui tente à disparaître. C'est une création. Et qui tente à disparaître. Et qui est menacée, bien sûr, de disparition à cause de l'idolâtrie du veau d'or, à cause de l'hégémonie du concret, à cause de l'hégémonie des biens matériels accumulés de manière exagérée, de manière inflationniste. On croit dans les voitures, on croit dans le nombre d'immeubles, on croit dans le nombre, je ne sais pas, d'épouses, de concubines qu'on a, on croit dans le compte en banque bien cossu qu'on a. Est-ce qu'on peut sauver cette civilisation? Je crains qu'on ait déjà traversé le point de non-retour pour plusieurs raisons. C'est un fait non négligeable que nous ayons maintenant à l'échelle de la planète. Je ne parle pas d'Haïti. J'ai dit tout à l'heure que nos malheurs ont vraiment commencé à partir de l'assassinat de Dessalines et nous n'avons jamais pu recoudre les morceaux d'Haïti. Mais à l'échelle planétaire maintenant. À l'échelle planétaire. Vous avez non seulement le problème de la migration en Europe, les Africains qui traversent la Méditerranée, qui meurent par centaines avant d'atteindre le Maghreb, avant d'atteindre l'Europe, qui sont en Italie, qui sont partout, qui sont parfois acceptés, très souvent refusés. Les migrants africains réduits en esclavage en Libye. Les esclavages en Libye. Nous avons... Les menaces de Kim Jong-un. Jong-un de la Corée du Nord, et qui ne plaisante pas. Car chaque semaine, il expérimente un engin balistique de plus grande portée. Et face à un Donald Trump qui lui... Face précisément à un Donald Trump qui est arrivé au pouvoir à partir de l'accumulation de 5 millions. C'est un homme qui, à travers toute sa vie, n'a vécu que dans le contact étroit avec l'argent. Son grand-père était millionnaire, son père millionnaire, et lui, multimilliardaire. Vous pensez qu'il a intérêt de tout laisser tomber en provoquant, par exemple, une guerre? Ce n'est pas lui qui va provoquer. Dans l'histoire du monde, il y a un élément important. Ce n'est pas seulement dans l'histoire du monde. Dans tous les phénomènes vitaux. La politique, c'est la vie. L'économie, c'est la vie. Toi, avec tes problèmes de santé ou ta bonne santé, tu respires la vie, c'est la vie. Dans tous les phénomènes vitaux, dans tout ce qui est, il y a ce qu'on appelle l'autodynamisme. Une fois que certains éléments sont déjà réunis, il y a un autodynamisme qui se développe, c'est-à-dire, pour être vulgaire, un automatisme fatidique auquel on n'échappe pas. Ce n'est pas Trump qui va déclarer la guerre. Ce n'est pas Kim Jong-un qui va lancer. Il y a un autodynamisme à partir du chemin choisi.
On a choisi le chemin des ténèbres, on a tourné le dos à la lumière. Et l'école est défaillante, les universités sont défaillantes, les institutions sont défaillantes, et ce qui reste bien sûr, ce sont les travaux, ce sont les tâches à l'échelle culturelle, mais je lis le mot culture à la spiritualité. On n'a pas conscience que l'esprit, c'est l'arme, c'est l'instrument primordial qui puisse nous permettre de sortir des zones ténébreuses, c'en est fait. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, Franck Etienne. Alors, un petit rappel du double événement. C'est ce samedi, c'est bien samedi. Ce samedi 9, oui. Le samedi 9, au local qui a servi à loger le restaurant chez Gérard, mais maintenant ça s'appelle Habitation Turpin. Oui. Et comme moi dit en créole, moi mes expressions, parce que c'est bon, les coller avec Kinam, il fait construire. Côte à côte. Les côte à côte. Samedi 9 décembre 2017. Donc c'est de 1h à 5h de l'après-midi. Et puis il va profiter, bon, en plaisantant, mais en étant sérieux aussi, me donne une petite parole, il dit attention, Anessa, monsieur, a fait un panier cadeau qui coûte bien cher. Et bien, petit tableau, il n'a pas dit pour ne pas venir acheter. Si on a un petit cadeau, d'abord, le panier, c'est frites, c'est face. S'évapore, il disparaît après une semaine. Au moins, j'ai chocolat là dedans, moi, j'ai fini, tableau ça à vie. Et les fois qu'Etienne mourit, tableau ça, par contre, la vendre. Moi, presque c'était comme des tableaux qui parlent de 200 000, 300 000, $1 million. Après la mort. Après la mort, c'est bien. C'est l'homme mourir, on va le faire. Il y a plusieurs, on ça, Franck? Oui, m'a exposé une vingtaine. Une vingtaine. Elle pas en pile. M'a exposé une vingtaine. Et en plus de ça, même ça pas veut dire qu'il faut qu'il ait fait tableau le fait. Yeah. Ah, tu sais que j'ai une cinquantaine d'années de peinture. Je dois avoir peint déjà près de 6 000 tableaux. J'ai des tableaux en Chine, j'ai des tableaux au Japon, j'ai des tableaux en Amérique, j'ai des tableaux au Canada, j'ai des tableaux dans les Antilles, j'ai des tableaux aussi en Haïti. Donc, si je gagne certitude, si je gagne garantie que je ne vais pas mourir avant, Franck Etienne. Et moi-même, je vais aller bientôt. Non, mais si je gagne garantie que je ne vais pas mourir avant et que moi. Ah, j'aime garder là. Moi, écoutez, c'est pas de la coquetterie. Et ce n'est pas aussi l'attitude d'un homme qui voudrait qu'on s'apitoie sur sa vie, car je déteste la pitié. Je n'ai pas besoin de monde qui a pitié pour Franck Etienne ou le grand monde, il peut mourir. C'est moi qui sais et qui décide, avec l'énergie qui est en moi, de ne pas trop durer. Car à partir du moment où vous commencez à durer, ça veut dire que vous attendez les dégâts. Et là, pour moi, c'est comme ça. Non, je ne veux pas. Je veux être comme je suis, parler comme vous. Vous voulez partir entier? Je veux partir avec la lucidité, mais comme lorsqu'on entre dans un rêve. Comme ça. Mais sur le plan physique, pouvoir marcher, pouvoir me déplacer et pouvoir danser aussi. Mais je répète, Franck Etienne, vous devez savoir que ça ne dépend pas vraiment de vous. Ça dépend, écoute, ça dépend de l'accord et de la complicité qu'il y a entre notre pensée personnelle et cette énergie qui est en nous. Merci Franck. Alors, pour le deuxième événement, c'est la vente signature du livre L'Apocalypse et puis Le Rien. Et donc c'est un petit ouvrage, et c'est peut-être l'ouvrage le plus mince que j'ai écrit parce que tu as l'habitude de mes grosses briques de 200 pages, de 800 pages, de près de 1000 pages. Et c'est un choix que vous avez fait? Oui, je l'ai fait. Non, l'Apocalypse, si tu écris 400 pages de l'Apocalypse, c'est qu'il y a du blablabla. Et ici, nous sommes fatigués de ces mensonges quotidiens dont on nous gave. Donc c'est 85 pages à dimension poétique où je fais allusion à la fragilité de l'homme qui devrait prendre conscience que chaque minute est une éternité. Et bien faisons de toute notre vie un pan d'éternité. Merci Franck Etienne. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est de Franck Etienne avec nous aujourd'hui. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.